Formulabula. 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 Je veux être calife à la place du calife. 1000 milliards de mille sabords. Je dirais même plus. Pressez ce bouton et criez dring. Je me sens bien, j'ai 50 ans, mais je me sens très bien. Ils sont fous ces romans. Il y a ceux qui écrivent l'histoire et ceux qui ont besoin de lunettes pour la lire. Formulabula, bande dessinée et plus si affinité. Bonsoir à tous. Alors moi je suis Lucie Servin, je viens pour animer donc cette rencontre, une avant-première avant le festival Formulabula qui cette année se déroulera dans le 5e. Vous avez certainement tous les prospectus. Aujourd'hui on commence avec une planche pour l'apéro avec Jérémy Perraudot. C'est un exercice assez chouette de pouvoir aborder un album de bande dessinée comme ça par une planche, par le processus de travail, par le processus de construction du récit. Et c'est d'autant plus pertinent avec un auteur comme Jérémy qui travaille vraiment sur le récit. C'est presque le récit qui construit tes histoires. Donc Le Visage de Paville, c'est son nouvel album. Il vient de sortir le 15 septembre, donc c'est tout frais. Donc 4e album de bande dessinée de Jérémy. Vous avez d'abord eu Il, qui est une bande dessinée muette, un peu un jeu d'exploration d'îles désertes. Ensuite, Crépuscule, donc là on est dans la science-fiction spatiale, mais dans les univers de Jérémy, toujours des récits d'exploration assez fantaisistes. Et Le Long des Ruines, beaucoup plus sombre, puisque là on était dans un cerveau en fait de quelqu'un qui est dans le coma, donc l'exploration d'un monde virtuel, mais en même temps une espèce de fuite en avant avec de l'action, des dangers, etc. Et Le Visage de Paville, nouveau récit, nouveau concept presque on pourrait dire, puisque là on abandonne le récit d'exploration, on reste dans le voyage, mais dans le voyage immobile. Donc Le Visage de Paville commence avec ce petit avion que vous voyez là, sur la couve, qui s'écrase dans une île qui s'appelle la Piosa, avec à son bord Paville, qui se dit scribe venu de l'Empire et qui arrive dans un territoire autonome. Avant de commencer par la planche, puisque c'est le jeu de cette rencontre, j'aimerais quand même déjà, en préambule, que tu nous expliques quelle a été l'idée de départ de ce récit sur place. Bonjour à tous. Alors le point de départ, en fait, il est né avant tout en réaction à la fin du précédent ouvrage, Le Long des Ruines. En général, mes projets s'enchaînent et se font en réaction les uns avec les autres. Et comme tu le précisais, Le Long des Ruines, ça a été un long voyage assez dense, agité, sombre et violent. Et du coup, j'avais envie de faire tout l'opposé en fait en développant ce récit. Donc je me suis dit, bon, plutôt que de partir sur une exploration comme j'en ai l'habitude, essayons de traiter une histoire de non-exploration. Comment je peux raconter une histoire quand on reste immobile ? Et plutôt que d'aller dans quelque chose de très agité, énervé, comment je pouvais essayer de développer une histoire apaisée. En tout cas, je sentais que j'avais ce besoin à la fois de dessiner quelque chose de calme, de reposant, un environnement limite dans lequel j'aimerais m'évader, et aussi de mettre en place un récit qui était dans un rythme qui était complètement nouveau pour moi. Donc, on a choisi la planche 97, et vous voyez, donc c'est une planche muette. C'est une planche qui arrive en fait à la fin de la première partie du récit. Donc Paville raconte cette rencontre des civilisations. Donc on a un empire, enfin quelqu'un qui vient d'un empire qu'on ne voit jamais, qui est complètement dans un hors-champ, et on est propulsé à la Piosa, territoire autonome, avec ses rites, son agriculture, ses coutumes, en fait, qu'on va découvrir à travers cette figure de l'exilé. Toute cette acculturation se met en place dans la première partie, dont cette planche est en quelque sorte une conclusion, qui arrive aussi au terme d'une séquence qui est composée que de planches muettes comme ça, avec cette même rythmique. Elle était assez signifiante parce que pour moi, en fait, ça pourrait presque être un résumé de ce qui se passe dans le livre. En fait, on y voit à la fois des éléments de la vie quotidienne comme l'alimentation. Il y a ce rapport à ce totem géant qui renvoie tout de suite à un univers plutôt mystique. Il y a Paville qui est dans plusieurs types de relations en fait avec les villageois où on sent qu'il est soit en apprentissage, soit en négociation, soit en pure contemplation.
Il y a cette rencontre là-haut avec le personnage de Yuni, qui est un personnage assez important dans le récit, et cette présence de l'eau qui est omniprésente, parce que on l'a peut-être pas précisé, mais La Piosa, c'est un village lacustre qui est quasiment construit sur pilotis, et il se passe beaucoup de choses à la surface de l'eau, mais il s'en passe aussi énormément dessous. Et pour moi, cette planche, elle résume un peu tout ça. Et pour finir, au centre, il y a cet élément d'architecture qu'on a du mal forcément à identifier, à qualifier, mais qui trône au sommet d'une île. Une île qui est un peu au cœur de la fascination de Paville et qui est au cœur aussi des croyances du village, puisque eux, ils ont développé toute une mythologie sur le fait qu'elle serait habitée par une divinité. Et en fait, cette île, elle trône, elle est une présence permanente pendant tout le fil de l'album, et elle est vraiment un lieu de projection. Et c'est vrai qu'elle représentait à la fois un peu tous les éléments clés du récit. Alors, oui, cette île au milieu, avec cette espèce de structure lunaire, on la retrouve en motif un peu partout. J'ai d'autres planches sur lesquelles, par exemple, à la fin, tu as un double panorama où on la voit. Donc voilà, ça c'est pour vous situer un peu à La Piosa, cette île, qui est en fait la clé du mystère. C'est-à-dire que tout le récit se construit avec cette fascination, cette curiosité qu'a Paville, qui arrive donc, encore une fois, en se disant scribe, mais qui en fait passe son temps à regarder, à observer, etc. Et avec, en ligne de mire, cette île en face, où il est défendu d'y aller. C'est une île, toi tu m'avais dit que tu avais été fasciné par l'île des morts. De Arnold Böcklin. Ouais. Oui, c'est un tableau, alors je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais qui est assez célèbre. Et ce qui est marrant, c'est que c'est un tableau que le peintre lui-même a refait plusieurs fois, qui représente une île sur laquelle il y a des structures. Dans certaines variantes, il y a un bateau qui s'en dirige, et des fois, ça ne l'est pas. Mais en tout cas, c'est une image très magnétique et dans laquelle on projette beaucoup de choses. Mais en tout cas, moi, c'est l'effet qu'elle fait sur moi. Et c'est l'effet qu'elle a fait sur énormément de gens, parce que je ne sais pas combien il y a de variations autour de ce tableau qui ont été faits, et il y a vraiment quelque chose de magnétique dans ce territoire dont l'eau nous sépare, et à la fois c'est pas juste une île vierge en fait, il y a des bâtiments dont on n'imagine pas la fonction. En tout cas, j'avais vraiment ça en ligne de mire quand j'ai développé l'idée de cette île. Je savais que il y avait un territoire tabou, interdit, qui était au loin, mais il fallait qu'il y ait une sorte de présence visuelle, quelque chose en fait qui en termes architectural n'a pas de sens tout de suite, et du coup qui devient vraiment un espace dans lequel on va projeter énormément d'idées, de fantasmes, de théories, et j'avais vraiment envie de placer le lecteur dans cette position-là. Donc là, on est devant une planche muette, mais parce qu'il y a eu un développement de vocabulaire visuel avant, qui font que le lecteur tisse des liens dans sa tête de choses qu'il a déjà vues auparavant. Comment toi, en créant ton scénario, en faisant le récit, tu fabriques ce langage à la fois narratif textuel, en apportant des éléments, et visuel? En fait, je savais que j'allais avoir un défi assez important, et qui là, pour le coup, était vraiment nouveau pour moi. C'est que j'allais devoir représenter le temps qui passe, jouer sur des ellipses, et jouer sur des ellipses au sein d'une même page. Et du coup, ce que j'ai cherché à faire, c'est, dans une première grande partie du récit, de se faire succéder des scènes où on se familiarise à des choses. On va découvrir la manière de cuisiner, on va découvrir la manière de faire de l'agriculture, on se familiarise avec les personnages. Et effectivement, il y a, dans cette idée du motif, c'est des situations que je répète plusieurs fois, comme pour vraiment les ancrer un peu. Et après, ça me permet, dans des séquences comme ça, qui sont finalement très condensées, de réussir à étirer le temps, et en une seule image, de faire référence en fait à un moment qui est beaucoup plus long. En fait, les cases, là par exemple, où on voit des échanges de nourriture, en fait, elles font référence à une séquence qui se déploie sur plusieurs pages au préalable. Donc, j'avais vraiment dans l'idée de créer un peu des identités de moments, pour qu'ensuite, après, en utilisant un seul petit détail, ça refasse surgir le souvenir de ce moment, et du coup de pouvoir jouer avec le temps de cette façon. De la même manière qu'on voit, il y a des alternances entre le jour et la nuit, qu'on retrouve dans ces cases, la nuit, etc. Ici, c'est aussi très intéressant par rapport à ton travail. C'est des cases sans gouttière. C'est-à-dire qu'on est devant une page très très construite,
Mais là, toutes les cases sont collées, presque une impression de tableau, en plus avec cette espèce d'élément central qui est encadré. C'est vrai que l'absence de gouttière, c'était la première fois que je l'utilisais, parce que dans les précédents livres, il y avait des gouttières. Je cacherai pas qu'il y avait quand même aussi quelque chose de purement pragmatique. C'est très long de dessiner une case avec toutes les gouttières, les cadres. En plus, je suis un peu maniaque, donc je mesurais pour que ce soit les mêmes écarts partout. Et du coup, je m'étais dit au départ, je compacte tout et puis je ferai les gouttières en post-production, on va dire. Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que non, j'allais pas faire de gouttières. En fait, j'allais laisser ainsi parce que justement, ça crée cet aspect très compact, ce huis clos graphique qui pour moi répondait au huis clos dans lequel est Pavil, parce que en fait, je sais plus si forcément on est trop rentré dans le détail, mais Pavil, il est contraint de rester à la Pioza parce qu'en fait, il est dans l'incapacité de réparer son aéroplane et son moyen de partir, c'est un bateau mais qui arrive dans très longtemps. Donc en fait, il n'est pas retenu contre son gré, mais à la fois, il reste quand même coincé sur place. Du coup, je trouvais que c'était une manière de faire le lien avec ce qui lui arrivait. Et moi, ça me permettait d'installer quelque chose aussi de nouveau en fait, dans la manière de devoir composer, parce que la gouttière, en fait, ça permet vraiment d'isoler les éléments les uns des autres. Sans gouttière, justement, des pages de nuit, comment on fait la rencontre des noirs. Il y a tout un jeu où, du coup, je me retrouve à devoir vraiment composer la page, l'équilibrer, travailler avec l'alternance des couleurs aussi pour qu'il n'y ait pas forcément de déséquilibre ou d'assumer un déséquilibre quand j'en ai besoin. Et là, pour le coup aussi, il y a cette idée j'aime bien que chaque projet ramène un peu son nouveau lot de petits défis graphiques, techniques. C'est quelque chose auquel j'avais envie de m'essayer, qui me paraissait cohérent avec le récit. Donc, je me suis engouffré là-dedans et j'ai vraiment pris plaisir à le traiter ainsi. On voit sur cette double le personnage de Pavil là qui est là avec sa petite lunette là pour observer, là qui est au-dessus en train de regarder des espèces de hiéroglyphes. Il y a quelque chose d'assez fascinant que tu as réussi à faire, c'est qu'en fait c'est un récit où on est dans les yeux de Pavil, mais en même temps on n'est pas dans sa tête, on n'a pas ses pensées. Et on le regarde faire, on le regarde agir, mais on est dans un espèce de petit film un peu muet où Pavil est le personnage principal, mais il reste quand même énigmatique, etc. Comment tu as vu ce personnage ? C'est vrai que, en fait, quand on crée un monde complètement imaginaire, avec, et du coup, en l'occurrence, ce village, donc il y a toutes ces règles, etc., il faut pouvoir transmettre ça en fait au lecteur. Donc le coup de l'étranger qui arrive, auquel on explique tout, c'est très pratique parce qu'en fait, en expliquant au personnage principal, on explique ça aussi au lecteur. Mais j'avais pas envie de rester juste sur cet aspect-là, et du coup, je voulais très rapidement créer une sorte d'ambiguïté autour de ce personnage. Et effectivement, cette chose assez paradoxale, c'est qu'on est quasiment constamment en fait à ses côtés. On le voit faire, on le voit observer, mais on sait pas ce qu'il pense. Et au fur et à mesure que le récit avance, du coup, j'imagine qu'on est pris d'un doute aussi en fait sur ce que pense réellement ce personnage. Et alors qu'au tout départ, on projetait beaucoup de choses, on imaginait beaucoup de choses, on pouvait faire des théories sur tout ce dont est fait le mystère, le mythe, le fonctionnement du village. Et puis d'un coup, en fait, le personnage principal devient aussi une énigme en soi, et on commence à remettre en question la sensation qu'on a autour de lui. Après, je pense qu'aussi c'est induit dès le départ en fait avec le choix de ce titre qui tout de suite nous annonce quelque chose. Et peut-être qu'on développera, mais sur le rapport au visage et au masque, c'est une thématique qui traverse le récit et que j'avais envie aussi de mettre en place. Et en fait, quand j'ai travaillé sur le projet, je pense qu'une des premières choses que j'ai écrites dans mes carnets de notes, c'était un récit où le héros n'est pas ce qu'il paraît être. Tout de suite, en fait, être dans ce rapport-là. Parce que, oui, du caché, du dévoilé, parce qu'en fait, quand on commence un récit et que le protagoniste est le héros, en fait, ça implique tout de suite, entre guillemets, déjà soit qu'il est gentil, a priori, qu'on va le croire. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir un peu faire craqueler ça, de pouvoir créer un peu de doute à ce sujet. Oui, d'ailleurs, dans le doute, peut-être qu'on pourrait parler un peu de l'esthétique de ces planches et peut-être de tes influences. Quand on regarde comme ça, c'est où la Pioza ? C'est tiré de quelle culture ? Enfin, on a une espèce de sensation de connu et d'inconnu. On est dans un monde imaginaire,
Et en même temps, le Vasco pourrait sortir du Temple du Soleil. Moi, je dis avec sa ventouse sur la tête, mais les échasses. Enfin, comment tu as tiré tes références? Le totem, d'où vient cette espèce d'image? Moi, je voyais le Christ de Sao Paulo, mais pas du tout. Mais Alors, je n'ai aucune idée de où c'est, mais par contre, j'ai une certitude, c'est que c'est pas sur Terre, et ça, c'est quelque chose qui était clair pour moi tout de suite. Il y a 2 lunes dans le ciel pour tout de suite amener ailleurs et sortir aussi tout de suite de l'effet, je vais spoiler la fin, mais je pense qu'il est un peu vu, de la planète des singes en disant finalement, en fait, ce qu'on regarde, c'est la Terre dans le futur. Et je voulais vraiment le placer ailleurs. Et en fait, comment j'ai construit un peu visuellement? D'abord, en fait, de la même manière que j'ai lu beaucoup de mythologie, mais sans rentrer trop dans le détail en analysant un mythe, pareil, en fait, je suis allé voir plein d'esthétiques, plein de folklore, de costumes, d'architecture, énormément de choses. J'en ai recueilli toute une collection d'images, mais après que j'ai assez rapidement en fait mis de côté, et je les ai plus vraiment consultés ni utilisés en référence. Par exemple, telle case, j'avais tel costume. En fait, j'avais envie d'avoir tout ce bagage, mais de l'oublier et du coup d'en recréer une sorte de mixture qui serait liée à mes souvenirs, où du coup tout s'hybridait. Et en fait, il y a un mélange de plein d'influences qui peuvent être effectivement à la fois de l'ordre de l'Inca, des choses très asiatiques. Et par exemple, le totem, là pour le coup, qui est une figure un peu plus forte et du coup dont je suis capable peut-être de citer vraiment des éléments clés, mais pour moi, c'est un mélange de le totem du soleil, un totem géant qui était dans l'exposition universelle d'Osaka, l'oiseau du soleil, peut-être quelque chose comme ça. Il y avait aussi quelque chose de l'homme, la figure d'osier dans le film The Wicker Man. Il y avait aussi quelque chose du monstre du voyage de Chihiro. Mais en fait, tout ça se mélange et je pense que c'est ça qui participe à cette sensation de... À la fois, on a l'impression de le connaître et à la fois, c'est différent. Parce qu'en fait, ça s'appuie sur des détails, mais ça s'hybride avec d'autres éléments, ce qui fait que ça ressemble plus vraiment à... Parce que je voulais pas du tout tomber dans une sorte d'appropriation culturelle d'une culture parce que... J'étais pas à l'aise avec ça, donc j'avais vraiment envie d'hybrider et de vraiment aussi laisser faire un peu mon subconscient et aussi des affinités. Parce qu'après, on revient toujours aussi au fait que c'est des choses qu'on imagine, mais c'est des choses qu'on va dessiner. Donc en fait, c'est des choses dans lesquelles je me retrouvais à prendre du plaisir à dessiner. Justement, au niveau du dessin, ce village là sur pilotis, avec ces espèces d'architecture, là, vous les voyez un peu, là, ces passerelles, là... où ça circule, etc. Tu as un dessin très très synthétique. Et là, on va peut-être un peu voir comment tu dessines, en fait, puisque on a ici la planche originale, mais vous allez voir le storyboard, les crayonnés, l'ancrage. C'est-à-dire comment, à partir d'un dessin très synthétique, très propre, tu arrives en fait à l'animer, à le rendre vivant, justement à travers une architecture peut-être un peu fragile comme ça, à travers ces espèces de motifs là de la nature qui reprennent un peu une sensation organique. Tout à gauche, c'est vraiment la toute première chose où en fait moi j'ai pas vraiment de scénario écrit. Je pense pour le visage de Palu, je devais avoir un A4 recto verso qui racontait un peu l'histoire, mais j'ai pas du tout par exemple les dialogues et en fait j'écris mon histoire en partant du début jusqu'à la fin, avec ce type de représentation, donc une sorte de storyboard. Et c'est à ce moment-là que je me pose la question, est-ce qu'il va y avoir du texte, qu'est-ce qu'il raconte, ou est-ce que ça va plutôt passer par l'image? Et je commence un peu à travailler le rythme. Ensuite, il y a une deuxième étape où là, je vais être plus dans un crayonné un peu plus approfondi. En général, c'est plutôt là où je vais préciser les personnages ou ce genre de choses. Les environnements, j'ai moins besoin de les préciser en phase de crayonné parce que ça me vient plus naturellement et plus facilement. Puis j'ai envie aussi de me laisser cette sensation de par la sensation de décalquer quelque chose quand je fais l'ancrage. Mais on voit déjà qu'il y a des choses qui se sont précisées entre ces deux étapes. La structure n'était pas la même au départ. Et aussi je fais juste une sorte de petite embardée, mais pour reprendre cette idée de motif et quelque chose de lancinant du cycle dans le livre, j'ai réexploité souvent aussi des mêmes cadrages, représenter un décor au même endroit dans la planche à plusieurs fois dans le récit. Et là, par exemple, pour cette page-là, en fait, l'image du centre, en fait, elle est copiée-collée d'une planche qui avait été finalisée un peu plus tôt. Après, l'idée, c'est quand même de la redessiner, mais je voulais juste avoir la véritable même base pour
assumer ce côté de motifs qui se répètent dans le récit. Après cette phase de crayonné, du coup là on arrive vraiment à la phase d'ancrage, donc qui se fait sur papier. Vous pourrez voir la planche à la fin, qui est fait avec une mine tubulaire. Comme ça, j'ai pas de plein et de déliés. Et là, pour le coup, je remplis toute la page, pas forcément toujours tous les aplats quand ils sont très conséquents et que je veux pas utiliser plein d'encre. Et ensuite, je la scanne et je viens rajouter des trames qui vont me permettre, même en noir et blanc, de recommencer à créer un peu de densité, de profondeur aussi dans mes images. Il y a quelque chose aussi que j'aime bien avec la trame, c'est qu'elle vient un peu abîmer mon trait que j'ai tendance à trouver un peu froid. Ça vient ramener quelque chose d'un peu plus rugueux, un peu plus organique. Bon, là, sur cette planche-là, il y a un petit peu de trame, et il y en a sur d'autres où on sent vraiment un peu plus on va dire les bienfaits. Et ensuite, il y a le passage à la couleur, où là, pareil, c'est entre guillemets en 2 étapes. Il y a d'abord juste des aplats où là, il va y avoir beaucoup de réglages, beaucoup d'allers-retours. J'arrive rarement tout de suite à la bonne composition. Par contre, ce qui avait été mis en place assez rapidement, c'était l'idée que je travaillais les séquences en fait avec une gamme de couleurs très restreinte. De manière générale, dans le livre, je sais pas, il y a peut-être 10 ou 12 teintes différentes, mais sur chaque page, je m'étais imposé l'idée de, à part la couleur du trait et d'utiliser le blanc du papier, j'ai 3 couleurs à peu près que je vais aller piocher dans mes 12 couleurs que j'avais définies. Et du coup, on arrive à cette répartition. Et ensuite, il y a un petit travail, pareil, un peu comme les trames. Moi, je trouve que c'est vraiment un peu faire de la post-production, limite mettre un peu d'effets spéciaux. Donc, c'est passer les traits de l'eau en blanc, rajouter un peu de dégradé en grain dans l'eau pour donner un peu de profondeur. C'est vraiment une sorte de petit habillage qui va accentuer l'aspect atmosphérique qui est plus ou moins flagrant. Là, elles sont assez sobres, on va dire, mais il y a des planches beaucoup plus mais il faut dire détaillées. Il faut dire aussi que c'est le premier album où tu travailles vraiment la narration par la couleur. On avait avant des utilisations de bichromie pour caractériser des séquences. Là, avec une palette, tu détermines des séquences, tu détermines des lumières. Quel est cet nouvel outil que tu rajoutes en fait à ton langage graphique, cette couleur? Comment tu l'as utilisée? On rebondit sur ce que j'avais pu dire au préalable. Chaque nouveau projet est pour moi aussi l'idée d'enrichir ma manière de travailler et du coup de travailler différemment sur certains aspects. Et du coup, vu que j'avais vraiment envie de développer cet aspect atmosphérique, et puis il y avait cet enjeu de, en fait, on est tout le temps un peu au même endroit et comment on crée aussi des changements en fait. Tout en étant au même endroit, et du coup il y avait cette idée de représenter des moments différents où les personnages vivent des sentiments différents, et pour moi ça passait par installer des ambiances différentes et du coup vraiment utiliser la couleur comme un outil pour placer des ambiances. Ça n'a pas été facile à mettre en place parce que au départ j'avais cette perspective là de utiliser la couleur comme élément pour faire de l'ambiance. J'ai commencé, j'avais je sais pas combien de nuances par page, c'était catastrophique. Et en fait, finalement, je suis retourné à quelque chose qui était peut-être plus proche des précédents, d'avoir quelque chose de presque très structuré en minimisant le nombre de couleurs, en revenant à quelque chose d'un peu plus cadré. Mais finalement, même avec une gamme restreinte, je me suis surpris à réussir à développer différentes ambiances. Et ensuite, une fois que j'avais l'impression de bien maîtriser ça, j'ai pu un peu l'exploser dans certaines séquences. Justement, en fait, c'est ça aussi que permet la couleur là-dedans, c'est que de la même manière que dans le dessin, on peut installer un rythme et que le lecteur, il soit pas qu'on l'endorme, mais qu'on l'installe dans un rythme pour ensuite le surprendre avec, je sais pas, une grande double page. La couleur, elle a vraiment aussi cet effet-là. Pendant très longtemps, on a ces principes de trichromie qui reviennent, et puis d'un coup, sur une case, il y a une 5e couleur qui arrive. D'un coup, ça crée un effet de surprise, en fait. Et du coup, là, on est un peu à mi-chemin. C'est à la fois un jeu d'ambiance et à la fois, c'est vraiment quelque chose de fonctionnel qui vient servir la narration. Donc là, on a la planche dont tu parlais, là où tu as reconstruit la même structure. En fait, dans ce que tu expliques aussi, c'est que la couleur, elle intervient dans un récit où tu traites d'une discontinuité à travers le passage du temps. Quand on décrit une action et que cette action est linéaire, continue, même s'il y a des ellipses d'une case à l'autre et que c'est le propre de la bande dessinée, là, avec Pavil, comme en gros, on est dans le quotidien,
il ne se passe rien, comment décrire les jours qui passent avec ces espèces de séquences dont est tirée notre planche, qui sont des séquences pour faire passer le temps et qui se construisent comme ça sur des cases qui, mises côte à côte, nous font sentir le temps qui passe, mais qui en même temps se construisent sur une discontinuité. Et là, je vous ai mis ça parce que donc là, ça c'est la planche du début de cette séquence qui va donc faire page 92, 13, 14, 15, 16 jusqu'à la 17, la nôtre, avec ce côté cyclique du jour et de la nuit, avec ces couleurs qui en fait s'accordent dans des espèces de partitions dans la compréhension du lecteur. Et c'est des séquences que tu as utilisées à plusieurs endroits du livre. Comment le livre n'est pas construit qu'avec des séquences comme ça. Il y a des moments où ces séquences se nourrissent en fait de séquences qui se sont passées avant, qui nous permettent de comprendre comment finalement on est devant un récit ultra construit. Comment tu as placé tes séquences sur ce récit-là? En fait, c'est ces séquences-là qu'on pourrait qualifier de, soit de pause, soit un moment où d'un coup on laisse le temps défiler, puis il s'accélère sous nos yeux, mais de manière lente. Je sais que c'est paradoxal, mais c'est comme ça que je le voyais dans ma tête. Elle me permettait de créer des sortes de séparations, en fait, un peu comme si on faisait une sorte de bilan de ce qui s'est passé. Et ces séquences, elles viennent synthétiser un peu tous les événements passés. On voit aussi comment elles sont digérées et comment ensuite, du coup, après, ça crée une ouverture vers la prochaine séquence. Mais à la fois aussi, elles se répondent entre elles parce que il y a des éléments, je pense notamment par exemple aux interactions de Pavil avec les villageois. En fait, au fur et à mesure de l'album, sa relation avec les gens de la Pioza évolue. Et ces séquences, c'est une manière aussi de le signifier à travers juste des détails tout simples. Mais si on le voit, je sais pas, s'embrouiller avec quelqu'un ou manger tout seul. Et puis en fait, une séquence muette un peu plus tard, on le voit manger à table avec d'autres gens. C'est des choses toutes bêtes, mais qui montrent un peu qu'il y a des choses qui se changent, en tout cas, dans sa manière d'exister et d'être parmi eux, sans pour autant tomber dans la lourdeur de devoir tout l'expliquer et aussi tout raconter par du récit à l'oral, mais qui serait du coup écrit dans la bande dessinée. J'avais vraiment envie de pouvoir raconter des choses juste à travers ces séquences-là. Et à la fois aussi, ça me semble être un bon... Donc c'est des séquences où chacun va un peu piocher ce qu'il y voit. Ça crée une sorte de... Il y a une première lecture qui se fait, on va aller piocher ce qui nous marque, et puis je me dis que si on le relit plus tard, on va y redécouvrir autre chose, il y aura des détails peut-être qui nous étaient passés sous les yeux, parce que c'est pour moi aussi des moments aussi où je cache un peu des choses, où je glisse un peu des moments un peu énigmatiques qui peuvent créer de l'interrogation s'il y a quelqu'un de un peu attentif à un certain détail, ou même des fois, je sais pas, de récompenser un petit mystère. Hop, là, il y a une sorte de solution qui apparaît. C'est une sorte de contrat qui se fait avec le lecteur qui me plaît bien. J'aime bien cette idée de contrat. Peut-être que tu nous mets jeu d'écho, parce qu'en fait, tout ça, c'est une question... on lit toujours les bandes dessinées de Jérémy comme un jeu, un peu comme on est en train de jouer. Et il y a ce principe d'adhésion au récit dont tu parlais au début. Donc là, j'ai détaillé un peu dans la planche les réminiscences que la planche qu'on a choisie peut faire apparaître dans la bande dessinée. Et tout ça, c'est des processus, des mécaniques qui nous fait adhérer au récit, adhérer d'une manière aussi assez poétique parfois et humoristique, puisque c'est des situations complètement imaginaires. Enfin, par exemple, là, les espèces de... il y a un nom de ce plat, c'est la méduse, je sais pas quoi. Enfin, dans les détails, il y a des détails complètement farfelus ou loufoques qui créent une immersion dans ce récit, parce que on fait du surplace, mais on explore quand même un espace qui est d'autant plus intéressant qu'on est sur un village qui est construit sur de l'eau et qui est construit sur les ruines d'une civilisation engloutie. Et donc, vous voyez, la planche qui est là-haut, c'est cette planche qui est là sur le service. Donc, parce que Pavil, quand il arrive, on dit, bon, il est bien accueilli. Encore une fois, c'est pas un album violent. On est tout de suite, finalement, assez chaleureusement accueilli, même s'il y a des petites frictions par rapport à l'étranger. Mais on lui dit, mais il va falloir participer à la vie de la Pioza, aux corvées en fait, ou aux choses à faire. Donc là, il fait le service. Ici,
il y a ces planches qui rappellent un peu l'agriculture, enfin tout ce qu'il faut pour produire la culture. Voilà. Là, c'est Vasco, c'est une planche de texte où en fait il explique comment il est accueilli et dans quelles conditions il sera à sa place. Et puis il y a cette planche là-haut qui rappelle les rites autour de ce totem. Et ça, c'est l'énigme dans laquelle on est plongé et que là, quand je disais qu'on était presque dans la peau de Pavil, c'est que nous-mêmes, on est... mais qu'est-ce qu'ils font d'un seul coup, la nuit, il y a des mecs qui sortent avec des masques, avec des torches. Et donc, comment cette idée-là d'aller sur la représentation du sacré et de créer autour de ce rituel la question presque... en disant un gros mot presque philosophique, de choc de civilisation, en fait, par rapport au rituel. Ce rituel pensé autour des totems. C'est arrivé par cette idée. Le point de départ de ce projet, c'est j'avais envie de faire un récit autour du récit raconté, du coup de m'intéresser à la notion de mythe, et je trouvais ça fascinant, l'idée qu'un récit, si on y adhère, ça modifie notre perception du monde et on voit les choses sous cet angle-là, et comment ce récit pouvait se confronter à un autre récit et du coup qu'est-ce qui se passait dans cette rencontre. Et ça me permettait du coup de jouer dans cette dualité avec Pavil qui a son propre bagage culturel, sa manière de penser. On va dire que c'est plutôt un homme de la raison et de la science, donc pourrait presque en soi être considéré comme un récit, et du coup il se retrouve confronté à des habitants de La Pioza qui eux sont dans un tout autre récit qui est beaucoup plus de l'ordre de la croyance, de la foi, de la magie. Et je voulais traiter un peu de qu'est-ce qui se passe quand il y a cette rencontre, comment le récit de l'un peut être altéré par celui de l'autre, la relation en fait finalement à la vérité derrière tout ça et au choix qu'on fait C'était ça qui était compliqué, c'est que de base, nous, on est dans notre manière de penser. Je pense qu'elle est plus affiliée à celle de Pavil, et je voulais quand même créer ce sentiment un peu d'égalité, qu'on puisse aussi très rapidement se retrouver à penser comme les villageois. Du coup, c'était pour ça qu'il y avait cette idée de tout de suite placer dans le monde ailleurs, de déplacer le contexte en disant en fait ce monde je le connais pas, il mange des choses dont on ne connaît pas le nom, qui nous paraissaient pas comestibles. Tout évoque ailleurs, et du coup pourquoi ça pourrait pas fonctionner tel qu'eux l'expliquent, en fait, de rendre leur récit plausible. Ça, c'était quelque chose qui était très important pour moi et qui du coup garantissait cet aspect en fait immersif, parce que je voulais rapidement qu'on sorte même si c'est paradoxal vu qu'on suit Pavil, mais qu'on n'ait pas ces yeux-là, qu'on soit nous aussi spectateurs un peu de cette rencontre entre les deux, et qu'on puisse nous-mêmes un peu pencher vers l'un, vers l'autre au fil du récit. Et du coup toutes ces séquences un peu mystiques, je sais pas comment je pourrais les qualifier, mais il y a quelque chose où on est profondément spectateur, et en général elles sont muettes, et on se retrouve à devoir un peu juger, et à la fois il y a un côté un peu émerveillement derrière que je trouvais intéressant à traiter. Ah oui, d'autant que vous lirez le livre, mais il y a ce personnage de Yuni qui est cette plongeuse là qu'on voit, qui est vraiment celle qui prend une place tout à fait aussi importante que Pavil dans l'histoire. Et toute cette bande dessinée, on l'a vu même dans la construction, dans le visuel, c'est l'équilibre. C'est-à-dire, Pavil a peut-être une vision plus occidentale. On peut, en lisant cette bande dessinée, ramener à plein de choses finalement de l'actualité, cet empire qui colonise, cette démarche même de Pavil qui cherche, qui est curieux, qui veut « Oui, mais attends, mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a sur cette île ? Mais pourquoi vous y allez pas ?» Avec cette société qui, elle, dit « Non, mais nous, on respecte nos rites, c'est un endroit sacré, tabou, donc on ne va pas visiter l'île. » Enfin, voilà, c'est-à-dire des comportements, mettre des situations, mais jamais, finalement... faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Et je ne vous raconte pas la fin, mais la fin est très énigmatique, et finalement la solution est laissée un peu à l'imagination du lecteur. Et c'est assez fort parce que sans aucune prétention, à travers un récit qui est incarné par ce duo, Pavil et Yuni, tu as réussi à faire quand même on ressort avec presque l'impression d'avoir lu un nouveau mythe. Merci. Comment rebondir là-dessus ? Non, mais effectivement, j'avais à cœur cette idée d'équilibre et de pas pencher. De manière générale, c'est quelque chose que je
que j'aime bien faire dans mes récits, c'est j'aime bien poser des questions et que le lecteur se pose des questions, mais ne pas me présenter en étant donneur de réponse, parce que justement ça induit un certain savoir, ou en tout cas assumer des choses que moi ça ne m'intéresse pas en fait dans le fait de raconter une histoire. Et du coup en fait, ce qui m'intéressait, c'était de représenter cet équilibre, de pas montrer pourquoi ça doit balancer d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas du tout envie de traiter. Et parce qu'en plus, en construisant le récit, je me suis rendu compte que ces thématiques autour de l'exil, de la rencontre avec l'autre, et je commençais à avoir effectivement des liens avec des choses d'actualité, etc. Et je voulais pas du tout m'engouffrer dans quelque chose qui serait de l'ordre de, je sais pas, de la solution ou des réponses. Je préfère l'idée que ça fasse écho, mais après, les conclusions à en tirer, elles sont propres à chacun ou à des spécialistes beaucoup plus aguerris que moi sur les domaines concernés. Merci à tous. Merci.